Là, ça sera mieux. Donc effectivement, on va vous parler du DAHU, parce qu'on l'a vu. Et même plus que ça, on en est assez fiers, parce que c'est notre bébé. Effectivement, c'est un projet de coopération franco-italienne. Et l'idée, c'est de vous présenter à la fois le contexte dans le cadre duquel il a émergé, et puis aussi la genèse de tout ça, c'est-à-dire l'origine, les motivations de notre service à nous investir dans ce champ particulier de l'archéologie de la montagne, dans une logique de projet culturel. C'est-à-dire que l'idée, c'est faire en sorte que l'archéologie nourrisse un projet culturel de territoire. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de revenir sur notre service. Juste dire brièvement qu'on est engagé à la fois dans des logiques d'archéologie programmée, depuis peu d'archéologie préventive, puisqu'on est habilité depuis le début de cette année. On a également un chargé d'inventaire du patrimoine qui travaille sur des missions successives, thématiques pour l'essentiel, mais depuis peu territoriales, en l'occurrence dans le cadre de ce projet d'AU. Et on assure aussi une instruction technique des dossiers de demande d'aide à la restauration des monuments historiques. C'est-à-dire qu'on suit également, sur un plan technique, toutes les demandes qui peuvent nous être adressées en termes de restauration des monuments. Et ça nourrit une volonté de projet de territoire. C'est-à-dire que notre service est clairement, c'est une commande politique, est clairement présent sur l'intégralité du territoire départemental via ces différentes missions. Alors, notre département est aussi un département frontalier, puisqu'il confine sur une bonne partie de son périmètre, on va dire la moitié de son périmètre avec la Suisse, différents cantons suisses, Genève, le Valais, et avec l'Italie. Et tout ça, ça nous permet de bénéficier d'un certain nombre de programmes européens, et on en a profité depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire qu'on a monté différents projets franco-italiens pour l'essentiel. On a essayé de se rapprocher des Suisses, mais malheureusement, on n'a jamais eu de succès. Donc, petit appel du pied, si jamais. On a essayé avec les Genevois, mais là, justement, dans le cadre de ce projet d'AU, on essaye de faire des œillades au canton du Valais, qui est engagé dans ces problématiques de questions de l'archéologie de la montagne. Alors, bon, ça fait une quinzaine d'années, et du coup, dans la lignée de ces différents projets européens, on a construit ce projet d'AU qui, en gros, alors, déjà, le réchauffement climatique, on a une petite photo de la mer de glace qui est assez sympa, milieu 19e, donc on est dans un pic du petit âge glaciaire. À cette époque-là, le glacier des Bossons menaçait Chamonix, et le curé de Chamonix va exorciser le glacier des Bossons pour qu'il recule. Apparemment, ça a marché. Et là, en gros, voilà, alors là, c'est la mer de glace. Petit à petit, on voit qu'elle a pris cher. La mer de glace, donc 1856 à gauche, 2019 à droite. Voilà, il y a 5 ans. Et en 5 ans, en fait, toutes les années, on retaille des marches dans la mer de glace pour pouvoir redescendre un petit peu plus bas sur le glacier. Alors, réchauffement climatique, voilà, changement climatique, fonte du permafrost, accélération des éboulements, problème hydrique, pardon. Chamonix, on est en partie haute de la vallée de l'Arve, et en aval de la vallée de l'Arve, vous avez Genève. Et en gros, d'ici 2050, on se dit qu'il va y avoir des gros problèmes d'eau en vallée de l'Arve, alors que, paradoxalement, toutes les montagnes au Savoyardes, elles ont une pluviométrie extrêmement forte, mais malgré ça, les glaciers, ce sont des réserves d'eau. Et en gros, on sait qu'on va avoir des gros problèmes d'eau. Au-delà de ça, fonte de secteurs enneigés, les neiges éternelles du Mont Blanc, elles se réduisent comme peau de chagrin. Et puis, on a cette sensibilisation depuis pas mal d'années aux questions de libération de vestiges archéologiques en matière organique, ossements, cuir, etc., justement par la fonte de ces glaces et de ces neiges. Alors, on sait depuis une quarantaine d'années, parce que c'est assez spectaculaire ce que font nos collègues valaisans, donc du canton du Valais suisse, de l'autre côté du Mont Blanc et du massif du Haut-Gifre. On sait qu'ils produisent un certain nombre de connaissances scientifiques. On a des découvertes assez exceptionnelles. À Eutsy, je pense que ça vous parle quand même pas mal, même si ce n'est pas en Valais. Mais en tout cas, voilà, on a quand même beaucoup de vestiges archéologiques qui peuvent être libérés. Alors, dans le massif du Mont Blanc, on n'a pas forcément ces problématiques, même si on a des données archéologiques beaucoup plus récentes, puisque
Sur le massif du Mont Blanc se sont écrasés 2 avions juste après-guerre, dans les années 50, 50-60, dont le fameux Malabar Princess qui a donné un certain nombre d'œuvres, y compris cinématographiques. Et on a des chasseurs d'épaves qui viennent essayer de récupérer les vestiges de ces avions. Et du coup, ça pose une question sur quel statut ont ces vestiges. Et bon, voilà, il y a cette problématique de remontée d'informations. Et les collègues du Valais ont développé une application collaborative qui s'appelle Icewatcher, en sachant qu'ils sont venus vers nous pour savoir si on voulait adhérer à cette application. Alors tout ça avec forcément des petites inquiétudes de la part de notre SRA, qui forcément, comment ça, les Suisses viennent vous voir, comment ça se passe, faut pas parler aux Genevois, etc. Donc, et bon, nous aussi, on est là-dedans, hein, même si, enfin, faut pas le dire, mais si la Haute-Savoie accueille 10 000 habitants en plus chaque année, c'est notamment grâce à Genève. Donc voilà, c'est pour dire qu'on a tout un tas de problématiques frontalières, des atouts frontaliers, des influences frontalières, et on a un patrimoine archéologique en montagne. Parce que la Haute-Savoie, figurez-vous qu'on est en montagne, et globalement, l'archéologie s'intéressait à la plaine, mais la montagne, très peu, en Haute-Savoie du moins. Donc la genèse du projet d'AU, c'était un petit peu tout ça, c'est-à-dire nous intéresser à des territoires de montagne. Il se trouve qu'on a des populations de montagne qui sont attachées à leur territoire. On a des villages, on a encore des villages de montagne où les populations sont très attachées à leur patrimoine, même si on a des nouveaux arrivants, et même ces nouveaux arrivants vont s'attacher à cette dimension patrimoniale. Et l'idée, c'est de capitaliser sur cette documentation qu'on a mis en place depuis, on va dire, une quinzaine d'années. On travaillait jusqu'à présent essentiellement sur les niveaux d'alpage. Et l'idée, c'était de continuer à documenter ces occupations anciennes de la montagne. Donc, on sait qu'en travaillant sur un alpage, on travaille sur des vestiges, souvent qui sont en secteur de réserve naturelle. Alors, pour les naturalistes, arriver à accepter que leurs réserves naturelles sont aussi des réserves culturelles, parce que les paysages, ils sont hérités. En plus, on est en train de mettre en évidence de manière collaborative que depuis 6000 ans, ces alpages de montagne ils sont exploités et pâturés jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Donc il n'y a pas d'alpage primaire en Haute-Savoie, hein, désolé pour les réserves naturelles. Et ça aussi, il faut qu'ils arrivent à l'intégrer. Donc c'est continuer à poursuivre ce dialogue avec ces acteurs. Ça se passe bien, je vous rassure, mais il y a quand même une révolution des schémas de pensée. Et puis, on a également la volonté, donc je vous ai fait un tableau un peu pessimiste des changements climatiques, mais on voulait aussi montrer que des changements climatiques, il y en a déjà eu par le passé, ils sont largement plus perceptibles sur les littoraux et en montagne, parce que les changements sont beaucoup plus évidents. Et par le passé, les sociétés humaines ont réussi à s'adapter à ces changements climatiques. Alors, ils ont réussi à s'adapter, soit ils les ont anticipés, soit ils les ont subis, mais en tout cas, il y a eu des adaptations. Donc, l'idée de ce projet, c'était d'arriver à documenter l'évolution de ces adaptations aux différents changements climatiques. Alors, on avait un enjeu pour le service, puisque la motivation première, c'était poursuivre l'archéologie de la montagne dans des secteurs, dans des territoires qui n'avaient pas été abordés, donc en l'occurrence les marges du massif du Mont Blanc, intégrer une logique de remontée des découvertes archéologiques sur le modèle de ce que font les Valaisans. Et puis, quand on a parlé de cela à notre hiérarchie, on a la chance d'avoir des élus qui ont été à l'écoute d'idées de projets. On en a parlé à notre hiérarchie, et du coup, notre hiérarchie en a profité pour bâtir un projet de direction là-dessus. C'est-à-dire qu'ils nous ont demandé d'intégrer des dynamiques portées par d'autres services patrimoniaux de notre direction, services des collections, services valorisation, pour voir dans quelle mesure ce projet ne pouvait pas être un projet transversal. Et c'est ainsi qu'en gros, on a essayé de trouver des passerelles. Et par exemple, le département est propriétaire d'une grande collection qui est la collection Payot, Images de la montagne. Donc là, vous avez 2 représentations de la collection Payot. Et l'idée, c'était de voir dans quelle mesure ce projet pouvait être l'occasion de valoriser ces différentes représentations de la montagne pour montrer, documenter les changements climatiques, les occupations, etc. Et donc, service des collections. Et la valorisation, c'est parce que... c'est classique, hein, on produit de la connaissance, on finance des restaurations, mais in fine, il faut restituer au public. Donc ce service de valorisation était appelé à s'emparer des connaissances et voir comment les restituer sous forme de médiation, d'exposition, etc., aux différents publics. Et avec tout ça, on a bâti un projet. Bonjour,
Du coup, Daoud, en pratico-pratique, on a monté donc un projet de coopération transfrontalière avec l'Italie, avec 5 partenaires, donc le département de la Haute-Savoie en qualité de chef de file, la communauté de communes Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, comme partenaire côté français, et puis la région autonome Vallée d'Aoste, la commune d'Issym et l'association du Fort de Bar. Je reviendrai sur la composition du partenariat sur la slide suivante. Donc on est sur un projet, pour donner une idée, d'environ 3 millions d'euros. Le budget du département, il est de 798 000 euros, cofinancé à 80% par le Fonds européen de développement régional, donc par l'Union européenne, ce qui signifie pour le département de la Haute-Savoie 638 400 euros. Alors, en préambule de cette slide, juste préciser que le programme Interreg-Alcotra de coopération, c'est un programme qui permet de financer certains sujets à l'échelle transfrontalière. Donc, tous les départements frontaliers italiens, toutes les provinces frontalières italiennes et tous les départements frontaliers français. Comme sujet d'étude, on retrouve l'innovation, l'éducation, le social, etc. Et on a eu cette opportunité que le programme prévoit une ligne sur le renforcement du rôle de la culture sur le territoire. Renforcement de l'offre culturelle, justement, parce que l'enjeu autour du tourisme 4 saisons, il est important. Et puis, l'enjeu pour favoriser une appropriation des défis du territoire, et notamment le changement climatique, il est très prégnant dans le programme Interreg-Alcotra. Donc, on a bâti un projet et un partenariat, enfin d'abord un partenariat, et puis ensuite on a conçu le projet tous ensemble, autour de trois axes stratégiques, à savoir un premier bloc d'activités qui était de réussir à pouvoir acquérir et documenter les occupations humaines en montagne à travers différentes disciplines. Donc on a bâti une approche multidisciplinaire justement qui permettait d'associer l'archéologie et les disciplines associées, les sciences associées, l'inventaire du patrimoine bâti et les beaux-arts, donc à travers l'étude scientifique des collections dont vous a parlé Christophe. Cette activité-là, elle est coordonnée notamment par un comité scientifique qui a pour but d'identifier les éléments qui pourront être extraits pour pouvoir bâtir une offre culturelle, puisqu'on est justement sur une ligne de financement du renforcement de l'offre culturelle. Cette offre culturelle, elle va se faire à travers la production de différents formats. Donc on a prévu, on va y revenir par la suite, mais on a un cycle d'exposition transfrontalière sur l'occupation de la montagne à l'échelle du massif, un peu plus large que le massif du Mont-Blanc, puisque côté Val-de-Temps, on est un petit peu plus loin que le massif du Mont-Blanc. On a des mallettes pédagogiques à destination d'une cible scolaire qui vont être bâties. Donc, on a un comité scientifique qui a pour but de coordonner les disciplines pour pouvoir réussir à extraire l'information qu'on va exploiter dans la sensibilisation et la formation des publics, puisqu'on a des mallettes pédagogiques. Pour que cette offre culturelle puisse voir le jour, on a aussi intégré la rénovation et la restauration de sites culturels. Donc c'est pour ça qu'au niveau du partenariat, non, c'est bon. Tout ça pour dire que, voilà, au niveau du partenariat, donc ça explique la présence donc, du département de la Haute-Savoie qui va avoir un rôle principalement au niveau scientifique à travers l'archéologie, l'inventaire du patrimoine bâti, l'étude scientifique des collections. On a la région autonome Vallée d'Aoste qui est en gros le pendant via l'assesseur aux biens culturels du département de la Haute-Savoie. Et on s'est associé les services de 2 structures muséales, le Fort de Bar et la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, donc qui est en train de rénover le musée alpin et qui va devenir musée du Mont-Blanc lors de son inauguration en 2025. Donc on a 2 lieux de présentation de l'offre culturelle. Et la commune d'Issym, elle est présente dans le partenariat parce que c'est la zone d'études scientifiques côté Val-de-Thym et ça sera un lieu de présentation des résultats des études via un centre d'interprétation. Donc du coup, 3 blocs, acquisition de la connaissance et de la donnée sur l'occupation humaine en montagne,
création de production culturelle, et puis ça a été un des sujets notamment de la conférence introductive, réussir à pouvoir impliquer et aller vers les publics pour faire, grâce à cette matière qui va être produite par les différentes disciplines, s'approprier les enjeux et les faire notamment réfléchir à des scénarios de développement des territoires. Comment ça se concrétise côté français concrètement? Donc on a 2 sites d'études archéologiques. On a le Vallon de Villy en altitude, donc c'est la photo de droite, et le site de Saint-Michel-du-Lac, donc la photo de gauche. Donc les deux sont donc on a un site d'altitude et puis on a un site qui est un tout petit peu plus bas, mais qui sont connectés par la gorge de la Diose qu'on voit sur la photo de droite, qui est en train de s'enfiler entre la montagne de Portmenat et les Aiguilles Rouges. On a déjà fouillé donc le site de Saint-Michel-du-Lac. On a 3 fouilles qui sont prévues 2024, 2025, 2026 sur le site de Villy, qui est composé de 3 hameaux d'alpage, Écuelle, Villy et Balme. Voilà pour les activités archéologiques pour le département de la Haute-Savoie sur ces 3 années à venir. Et on a au niveau de l'inventaire un inventaire territorial sur les 5 communes les plus hautes dans la vallée de l'Arve, à savoir Valorcine, en descendant, Valorcine, Chamonix, les Ouches, Chervoz et Passy. Passy étant sur une autre communauté de communes, mais elle est intégrée au projet puisque le Vallon de Villy est sur la commune de Passy partiellement. On a déjà donc l'inventaire sur Valorcine est déjà pour partie réalisé. On a plus de 250 sites réalisés, inventoriés, déjà repérés sur la commune de Chamonix, et le travail est en cours. Au niveau des études des collections, on a donc la collection Paul Payot, comme l'a dit Christophe, Paul Payot Images de montagne. On a dégagé un corpus de 500 œuvres qui est étudié par un cabinet en glaciologie pour attester le niveau de réalisme de ces œuvres qui permettent d'attester et de représenter la montagne au XVIIIe, XIXe siècle, notamment le massif du Mont-Blanc. Côté Valdôtain, donc le pendant en archéologie du Vallon de Villy, donc on a eu des prospections cette année, des premiers sondages au mois d'octobre, et on va avoir deux années de sondages de fouilles archéologiques sur le vallon de Saint-Gras, en parallèle donc d'un recensement de l'architecture rurale. Alors, pour faire un focus sur les projets européens et le portage de projets européens. Vous avez certainement dû entendre dire que c'était compliqué. Oui. Et du début à la fin. Donc en fait, c'est un parcours du combattant, que ce soit au niveau de l'identification des lignes de financement et du coup de la compatibilité de notre projet avec les lignes de financement, et ou de l'adaptabilité de notre projet pour les faire rentrer sur ces lignes de financement. C'est une complexité dans le dépôt parce qu'il y a énormément de justificatifs et de pièces à apporter. C'est compliqué au niveau de l'instruction parce qu'on doit défendre différents aspects du projet, dont la sacro-sainte plus-value transfrontalière, ce qui est logique puisque l'Europe finance un projet uniquement s'il apporte quelque chose à être dans sa réalisation à l'échelle des 2 pays. Donc c'est très compliqué à pouvoir disons que voilà, il faut réussir à le démontrer. C'est compliqué dans le portage. Je ne veux pas vous démotiver, hein, mais c'est compliqué dans le portage aussi du projet au fil de l'eau, puisqu'on doit reporter l'activité, mais on doit aussi reporter l'activité, enfin par l'hélice des formes, l'activité financière qui sert à développer ces projets-là. Et c'est compliqué en phase de clôture avec des rapports et des indicateurs à n'en plus finir. Avant même le dépôt, bien évidemment, la complexité d'identifier le partenariat entre des commandes politiques, des intérêts de sujets d'études, des intérêts financiers, de l'opportunisme financier parfois. On a aussi, là vous avez une petite frise du temps, mais en gros, ce type de projet s'étale sur facilement 7 ans. Donc en 7 ans, on a des rotations dans les équipes, on a des pertes d'historique, on a parfois des pertes de compétences. Donc c'est difficile de mobiliser un partenariat sur toute la durée du projet.
Comme vous pouvez le voir, j'essaye d'aller vite, la conciliation en termes de communication. Donc là, vous verrez un beau gros logo européen et puis de tout petits logos de partenaires. Donc l'Europe finance 180% des projets, elle a un certain niveau d'exigence en termes de visibilité, ce qui peut heurter nos élus et ce qui peut rendre très complexe notre tâche à communiquer. Et enfin, voilà, DAU, c'est un projet sur l'occupation humaine et notamment les impacts des changements climatiques sur ces occupations humaines. On a du coup de facto, par rapport au thème du projet, en tout cas c'est ce que nous on s'est fixé comme obligation, c'est une obligation de vertu dans le portage de ce projet-là. Donc là vous pouvez voir des photos. Alors l'héliportage, c'était pas nous, hein. Nous, c'était la photo de droite. Donc, en gros, c'est comment essayer de pouvoir être cohérent avec notre sujet d'étude et défendre des pratiques, défendre des pratiques vertueuses. Donc, recours, on n'a pas évoqué les aspects logistiques, mais fouiller en altitude, ça évoque un certain nombre de contraintes, dont le portage du matériel. Donc, voilà. On essaie de vraiment fonctionner avec des animaux de bas et de ne pas privilégier ce que tout le monde nous recommande, l'héliportage, y compris les gardes des réserves. On essaye dans nos déplacements, puisque la Haute-Vallée de l'Arve, elle est distante d'Annecy, qui est notre siège, de privilégier les transports électriques. Donc ça implique une organisation, ça implique une organisation. Et également dans les restitutions au public, donc l'offre culturelle qui va être mise en place, on a aussi cette obligation de réussir à présenter des expositions qui seront le plus éco-conçues possible. Et donc, la difficulté d'embarquer tout le monde dans ce raisonnement et ces obligations qu'on essaye de s'imposer. Voilà, merci.